Dig Radio, la radio qui vous écoute. Sécurité et insécurité à Clisson et dans notre région. Donc aujourd'hui nous avons des invités, donc Xavier Bonnet, notre maire de Clisson, Pascal Jamet, Optimum Sécurité, et bien sûr donc Sylvain Hervel de Dig Radio Clisson, qui commence à être bien connu maintenant dans notre région. Voilà, Dig Radio Clisson, une radio positive et locale sur tout le vignoble nantais. Et aujourd'hui, on va parler donc de sécurité. Et pour pouvoir être bien dans son corps, il y a eu la pyramide de Maslow, que plusieurs personnes ont entendu parler, qui est la représentation pyramidale des hiérarchies des besoins fondamentaux de l'être humain. Et donc la sécurité, c'est le deuxième pilier donc du bien-être de l'être humain. Donc c'est important d'en parler, c'est pour ça qu'on a fait cette émission. Et pour en parler, on va d'abord commencer à connaître Optimum Sécurité. Alors qui êtes-vous donc ? Donc moi je suis Pascal Jamet, je suis gérant de la société Optimum Sécurité qui a 29 ans d'existence sur le secteur de la sécurité privée. Nous intervenons principalement sur le département, mais nous sommes aussi spécifiques au niveau de tout ce qui est intervention sur l'arme ou ronde de sécurité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est parti du principe et d'un constat que plus on était réactif, moins, je dirais, c'était intéressant pour les délinquants de casser les sites qu'on surveillait. Donc on a mis en place des points de départ excentrés, donc de façon à ce qu'on réduise au maximum le délai d'intervention. Donc on a 6 points de départ qui sont mis en place, ce qui permet d'obtenir des délais d'intervention qui, dans certains cas, vont tourner sur 2-3 minutes. On a des exemples sur, par exemple, on est bien implanté sur Nantes-Est, sur le secteur de Carquefou, Sainte-Luce et donc Thoiret. On est bien implanté sur donc aussi Route de Vannes, Saint-Nazaire, Rezé, et là on commence à développer un petit peu le service de proximité sur le vignoble nantais parce qu'il y a un besoin. Alors justement, vignoble nantais, Clisson. Alors on a fait appel aux internautes qui nous ont posé quelques questions pour vous, monsieur le maire. La première, c'était donc au niveau de la gare intérieure et extérieure de la gare. Il semblerait qu'il y aurait quelques incivilités, il y a un peu d'insécurité. Alors, d'une part, est-ce que vous êtes au courant ? Et est-ce qu'il y a quelque chose de prévu ? Alors, la gare est un point d'entrée de la ville, effectivement, qui, il y a 10 ans encore, n'était pas au niveau d'aujourd'hui. Donc, les collectivités ont rénové et ont créé ce pôle d'échange multimodal, qui aujourd'hui, on a un cadencement de 45 allers-retours sur la gare. Donc, effectivement, ça apporte une certaine population. Donc, au-delà des travailleurs, on a des incivilités. Ça, il faut pas le nier, il faut être très pragmatique sur ces sujets-là. Donc sur le parvis et puis sur les parkings, donc on travaille en lien avec la sûreté ferroviaire parce que tout ce qui se passe dans la gare et sur les quais est de son domaine de compétence, et tout ce qui se passe sur le parvis et dans les parkings, c'est la ville. Et donc on a des réflexions en cours sur la vidéoprotection, mais pas que. Donc il y a des choses qui vont arriver d'ici quelques mois. Autrement, toujours dans la gare, dans la journée, il y a des personnes qui ont remarqué qu'il y avait des jeunes qui s'installaient sur les escaliers de la passerelle et qui pouvaient gêner certains usagers et voire à faire peur à certaines personnes. Donc, est-ce que vous pensez que dans la journée aussi, il peut y avoir des choses... Alors, ce que je disais tout à l'heure, quand vous êtes sur la passerelle, c'est du domaine de la sûreté ferroviaire. Alors, dès qu'il y a des événements ou des sentiments d'insécurité, il ne faut pas hésiter à appeler évidemment la police municipale. Et en fonction du lieu où se trouve le problème à régler, on interviendra ou pas, et on informera la SNCF pour que la sûreté ferroviaire intervienne. Mais ça n'empêche que dès lors qu'il y a un événement, quelque chose qui se passe qui ne semble pas être normal, il faut que les gens appellent, ils font le 17, gendarmerie, ou en journée ils peuvent faire le numéro de la mairie de Clisson pour avoir les policiers municipaux, et en ce sens-là, on peut être réactif. Alors, toujours au niveau des questions des internautes, au niveau délinquance, il s'est avéré qu'a priori il y a eu quelques petits problèmes de drogue au niveau du champ de foire. Peut-être également dans la ville. Est-ce que là aussi vous pouvez y remédier, faire quelque chose ? Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, ce domaine de l'insécurité ou des incivilités, le domaine, c'est d'abord un domaine régalien. Donc c'est d'abord une mission de gendarmerie dans nos secteurs. Donc les gendarmes font le travail quotidiennement d'enquête, et nous, ville de Clisson, avec le policier municipal aujourd'hui, mais demain on en aura plusieurs, on fait aussi un travail de renseignement de proximité, mais on n'a pas la compétence pour faire l'enquête. Donc on a créé cette police municipale à Clisson depuis des années, on va la renforcer en 2023, mais c'est bien pour de la proximité supplémentaire que nous avons apporté ce service-là.
La drogue ou les échanges de produits licites, c'est pas un fait nouveau là aussi. Il y en a aussi objectivement autour des lycées du secteur, que ce soit Clisson ou Gorges. Donc ce travail d'enquête, c'est la gendarmerie qui l'opère, et c'est un travail au long cours pour que ils puissent désorganiser les réseaux qui se créent, et avec les mois qui passent, ils arrivent à désamorcer des trafics. Mais c'est un travail de longue haleine qui revient tout le temps. Et donc, oui, il y a eu des choses dans certains quartiers. On a eu un été dernier assez mouvementé sur d'autres phénomènes que sont les rodéos. Mais c'est bien là aussi un travail de proximité vis-à-vis soit des jeunes, soit des moins jeunes qui font ces incivilités-là. Bon, par contre, pas d'agression physique pour l'instant. Non, alors il y a sûrement eu des épiphénomènes d'agression physique, mais en tous les cas, elles sont traitées immédiatement en urgence, et là, du coup, il y a des procédures en urgence qui sont faites avec les gendarmes. Et côté vignoble? Côté vignoble, désolé sur ce coup-là, mais pas plus de difficultés que sur d'autres secteurs. On a effectivement, par contre, ressenti un petit peu une évolution, un petit peu au niveau de tout ce qui est lié au carburant, puisque c'est une matière très onéreuse à l'heure actuelle. Donc, pour bien comprendre le fonctionnement, c'est que la délinquance, quelle qu'elle soit, n'intervient jamais bêtement. Et en fait, par exemple, le carburant qui est volé, c'est pour être revendu et non pas pour être consommé à des fins perso. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que plus on a des besoins, donc plus on a des acheteurs ou des receleurs, plus on aura de délinquance. Après, une commune telle que, je dirais, Clisson, ou les environs, est très dynamique. Il attire de plus en plus de monde, d'activités, donc automatiquement, indirectement, ça va emmener, ou engendrer un petit peu, de délinquance. On peut constater malgré tout que quelque part la commune fait le nécessaire, puisqu'ils anticipent déjà que la présence arrivée d'un nouveau policier municipal et ainsi de suite. Il y a des projets liés à la vidéosurveillance. Donc je pense que les moyens qui sont mis, effectivement, qui sont soit en préparation, qui sont mis en place, vont dans l'évolution et dans la prise de conscience de la situation. Étant de plus en plus proche de la bretelle de Nantes, est-ce que ça peut aussi apporter une certaine délinquance? À partir du moment, de toute façon, la délinquance est de plus en plus hyper mobile. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les communes, vraiment bien desservies par les forces de l'ordre. Donc, ça va être des communes qui sont accolées, on va dire, à Nantes, puisque la proximité des forces de l'ordre et ainsi de suite, seront un petit peu moins ciblées. Parce que, en fait, ils se sont donné certains moyens, aussi bien avec, effectivement, les forces de l'ordre, mais aussi pour les entreprises privées. Il y a beaucoup de zones d'activité, qui sont à proximité et qui sont sécurisées par, justement, des entreprises privées au niveau des interventions et des rondes. Comme la plupart des entreprises privées sont situées sur Nantes et la région, automatiquement, l'effet est beaucoup plus important là-dessus. Moi, étant habitant de Gorges, j'ai constaté progressivement qu'effectivement, il y a une délinquance qui venait progressivement s'installer dans le coin, et les derniers, personnes qui ont été interpellées au niveau, de tout ce qui était vol de carburant, venaient de Saint-Plus, en fait. Donc, vous voyez bien qu'ils se déplacent, et effectivement, après, derrière, ils revendent sur leur secteur comme ils veulent. Pour continuer avec vous, justement, au niveau des cambriolages, est-ce que sur le territoire, vous avez des chiffres ou des statistiques? Il y a des chiffres, mais qui ne veulent pas dire grand-chose, en fait, quelque part, malgré tout, puisqu'en fait, on est sur un schéma où, en fait, les chiffres que moi j'ai, ça représente les 51 communes que gère la zone de gendarmerie. Donc, sur l'ensemble de ces communes, il y a, pour que je me trompe pas, il y a donc 1638 cambriolages qui ont été référencés en 2020. Si on divise ça par le nombre de communes, donc 51, c'est pas non plus, énorme. Après, il y a effectivement certainement des communes qui sont un peu plus touchées que d'autres. Les communes qui vont être un peu plus ciblées, c'est les communes qui vont avoir des parcs d'activités, mettons, dynamiques. Et ce qui est logique, puisque si effectivement c'est dynamique, c'est un tiers de la délinquance. Après, à chacun, effectivement, de voir les moyens qui puissent être mis en place pour pouvoir s'auto-protéger, puisque, à ce niveau-là, c'est une démarche, privée. En aucun cas, les forces de l'ordre sont là pour protéger les biens privés, ils sont là pour protéger les concitoyens français. Ils ont effectivement d'autres priorités derrière sur leur fonction. Et pour revenir juste sur Clisson, du coup, vous avez des chiffres aussi, monsieur? Alors, a priori, des chiffres qu'on a eus, parce que je vais pas parler de l'avant, du Covid, parce que pendant le Covid, les chiffres n'étaient pas, on va dire, révélateurs. On est revenu à ce qui se passait avant. A priori, on est sur 45 cambriolages à Clisson en 2022.
Donc c'est pas un chiffre exceptionnel, ni en petit ni en gros chiffre. Faut être conscient qu'il y a des cambriolages, et après à nous de rassurer les concitoyens et puis à faire passer les messages qui vont bien pour que chacun se protège et que nous on sécurise l'espace public comme ça vient d'être dit, quoi. Et donc pour diminuer cette insécurité, donc 3 nouveaux policiers municipaux, Gorges, Clisson et puis donc Gétigné, c'est ça? Oui, donc ça c'est le projet de police pluricommunale. Nous étions sur convention jusqu'à aujourd'hui avec Gorges et Gétigné, mais avec les effectifs clissonnais. Alors sur le papier on avait 2 effectifs, mais finalement on n'avait qu'une personne apte à travailler. Et là on vient de créer 3 postes, un par commune, donc Clisson, Gétigné et Gorges. Et les appels à candidature ont fait que 2 candidats vont arriver d'ici la fin juin, début juillet, et le 3e policier municipal nouveau arrivera sans doute plus tôt à la rentrée. Le recrutement n'est pas encore opéré. Donc ça va nous apporter quand même, on va multiplier par 4 les effectifs. Alors c'est essentiellement pour être sur le terrain, faire de la prévention, de la sensibilisation auprès des jeunes, notamment vis-à-vis des établissements scolaires, et puis pour ce qui concerne Clisson, gérer un petit peu plus précisément nos problèmes de stationnement, le respect de la zone bleue par exemple. Alors justement, ça tombe bien, parce que il y a nos internautes qui nous disent est-ce que la police municipale n'est pas justement là pour nous mettre des PV parce qu'on est mal garé, alors parce qu'effectivement ils finissent le travail à 18h et que les soucis viennent plutôt dans la nuit? Non, alors la police municipale, pluricommunale de Clisson, Gorges et Gétigné, n'a pas vocation à travailler la nuit. Peut-être qu'avec le temps, on ira sur certaines soirées, mais en tous les cas aujourd'hui, on est bien en journée. Et puis sur certains week-ends, quand il y aura des grosses manifestations, nos agents travailleront, mais on n'est pas sur les sujets de nuit. Donc la nuit, c'est bien les gendarmes qui assurent la sécurité du public. Et en journée, on fait tout le travail de sensibilisation et de prévention. Ça va aussi sur des contrôles de bruit, de son des scooters, des contrôles de vitesse, mais plus aussi à vocation pédagogique. Et on pourra aussi travailler en synergie avec la gendarmerie pour faire des contrôles communs. Voilà. Donc en cas d'agression verbale ou physique, ils n'interviennent pas, la police municipale? Alors, les conflits de voisinage, on peut venir, mais dès lors qu'on vient sur des choses entre guillemets urgentes, c'est les gendarmes qui viennent avec, et nous on vient en complément. Et Pascal Jamet, justement, vous, par rapport à la sécurité, est-ce que vous sentez que la police municipale est efficace ou non? Alors, je dirais que de toute façon, quelle que soit, la situation d'une commune, à partir du moment où on se donne différents moyens, c'est-à-dire que on va mettre en place les multi-acteurs de la sécurité, ça va automatiquement, aller dans l'intérêt de la population. Je veux dire, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, il faut bien comprendre que déjà, on a une difficulté de recrutement à tout niveau, que ce soit dans les forces de l'ordre, police municipale, dans la sécurité privée. Donc, pour pallier à ça, il y a des schémas qui peuvent exister. C'est effectivement la mise en place de vidéoprotection. Cette vidéoprotection pourra être intéressante et efficace que si elle est effectivement accompagnée de tout ce qui est physique derrière. C'est-à-dire que par exemple, cette vidéoprotection est reliée à un CSU. Le CSU, lui, va être en lien direct avec la gendarmerie, parce que concernant, mettons, Clisson ou le secteur du Vignoble, c'est la gendarmerie, et ainsi que la police municipale en journée. Mais si effectivement tout ne peut pas être résolu uniquement par un service, c'est un ensemble. Effectivement, la police municipale va être plutôt en journée, la nuit ça va plutôt être la gendarmerie sur différents sujets, comme ça va être des sociétés de sécurité privées qui vont occuper quelque part le terrain. Il y a des choses qui peuvent être mises en place, c'est-à-dire que la relation qui peut être faite entre effectivement la sécurité privée et la sécurité publique, il y a des liens qui peuvent se mettre en place de façon à ce qu'il y ait un travail en commun et intéressant. Ce qui se fait déjà sur certaines zones d'activité où nous on est, dans certains cas, où les forces de l'ordre passent nous voir régulièrement, ou nos collègues, nos gars, régulièrement, pour non seulement nous informer de certaines situations, nous poser des questions si on n'a pas vu un tel type de véhicule suspect ou autre passer, ce qui permet d'avoir une meilleure synergie et une meilleure protection, je dirais, du secteur dans lequel on est. Mais c'est un travail en commun. Je dirais, l'efficacité ne sera que, réelle à partir du moment qu'il y aura une solidarité entre les différents services. Mais aussi le concitoyen. Si le concitoyen, je dirais, a des comportements qui aggravent sa sécurité, il ne pourra qu'en tenir à lui-même de certaines situations. On a des gens qui effectivement ferment pas leur voiture, il y a des gens qui laissent le sac à main visible sur
sur la voiture. Je dirais à un moment de temps, il faut avoir conscience que tout a une valeur maintenant. Donc, je dirais, il faut absolument avoir des petites attitudes et comportements qui va permettre de s'auto-protéger. Alors, vous avez tout à fait anticipé nos questions, donc on va faire un petit saut, puis après on y reviendra peut-être. Justement, monsieur le maire, pourquoi pas travailler plus avec les gens de privé sécurité comme Optima Sécurité? Alors, les collectivités, nous, Clisson, on a un contrat de surveillance de nos bâtiments publics, hein, donc on est surveillé à distance. Alors, il n'y a pas dans notre contrat à nous, il n'y a pas d'intervention sur le terrain. La levée de doute, elle se fait soit par nos services, soit par les élus. On a une astreinte, et donc si on a des comportements, des choses qui se déclenchent la nuit, et que la surveillance à distance nous dit il y a quelqu'un qui est dedans, on appelle les gendarmes et on y va ensemble. Voilà. Donc il y a du travail avec le privé, hein, et on fait aussi travailler le privé sur des grosses manifestations pour sécuriser les accès, ou du moins avoir une présence en plus sur certaines manifestations. Hein. On a pendant la fête de la musique, par exemple, la ville de Clisson, on a des agents de sécurité privée qui sont présents. Donc c'est une obligation que l'on a vis-à-vis de la préfecture, et puis qui est assumée sur les manifestations peu ou prou en fonction de la taille. Voilà ce que je pouvais vous répondre. Donc toujours au niveau surveillance, donc on va venir bien sûr assez rapidement donc aux caméras de surveillance. Ouais. Voilà. Donc il faut savoir quand même qu'à Nantes, vous avez 200 caméras actuellement, il y en a 88 qui sont prévues pour bientôt. Alors bien sûr il y a comme Valette qui a donc sous caméra surveillance, il y a bientôt le Palais, peut-être nous y allons. Alors à Clisson, comment ça va se passer? Donc à Clisson, alors on a déjà des caméras de surveillance très localisées sur le complexe sportif du Val-de-Moine, qui sont enregistrées dans un local et accessibles par le policier et par la gendarmerie, mais on est vraiment sur des sites sur ce site-là très localisé. Et là, l'idée, c'est de mettre un système de vidéo protection plus professionnel, plus efficace et étendu au-delà des bâtiments aux axes routiers. Donc, on a fait faire avec la gendarmerie une étude pour voir où était la meilleure implantation. Donc on va avoir des caméras aux entrées de ville qui seront capables de détecter les plaques d'immatriculation, de lire les plaques. Donc ça, c'est un premier type de caméra. Et puis on aura des caméras qui seront plus sur des carrefours ou sur des bâtiments, des lieux où on sait qu'il y a des choses à surveiller, où il y a des événements qui se passent. Donc on est sur la gare, le parvis, les parkings. On est sur les halles. Donc des bâtiments un peu emblématiques, pas très loin de la mairie, la porte Palzès, enfin, des lieux névralgiques où il y a du public. Et ces caméras-là donc seront toutes reliées à un centre. Alors on n'aura pas un centre de supervision urbain avec quelqu'un derrière. C'est un local qui sera accessible autant que de besoin pour nous, ville de Clisson, ou les gendarmes, dans le cadre des enquêtes. Et on respectera évidemment la réglementation pour détruire automatiquement les images au bout d'un certain nombre de jours, quoi. Donc c'est pas un centre où lorsque vous voyez une agression, vous intervenez, il n'y a personne derrière. Non, il n'y a personne derrière. Aujourd'hui, on n'est pas sur un centre de supervision urbain. Ça pourra le devenir, mais on n'est quand même pas dans une agglomération, je pense, qui nécessite de ces moyens-là. Parce que si on faisait ça, ça ferait des effectifs supplémentaires et des coûts supplémentaires. Ouais, peut-être une efficacité supplémentaire. Oui, alors après, aujourd'hui, quand il y a des événements, des méfaits, hein, des actes d'incivilité, l'intérêt quand même de pouvoir a posteriori regarder ce qui se passe, c'est de trouver finalement le délinquant qui a fait ça. Quand on a, petite délinquance, les panneaux de signalisation qui sont tous tagués, par exemple. On a un peu ça en ce moment. On va pouvoir savoir qui c'est. On va sans doute pouvoir le reconnaître. En tout cas, là, il y aura des moyens pour enquêter. Et donc, pareil, quand il y a des vols qui se passent la nuit, la voiture passe automatiquement à un carrefour ou à un rond-point, il sera vu. Et donc, quand on sait l'heure de l'événement par rapport à... les gendarmes viendront voir et on trouvera automatiquement le véhicule. Automatiquement, peut-être pas, mais en tous les cas, c'est une aide pour que les gendarmes élucident les méfaits. Parce que les voitures, on peut voir les plaques d'immatriculation, mais la plupart des gens qui sont avec des capuches et sont protégés. Je sais bien, mais après, c'est véritablement une aide parce que le véhicule, même si la plaque est fausse, on sait que la voiture est de telle couleur. Enfin, et après, ils ont des moyens d'enquête, les gendarmes, qui font que ils recoupent et ils peuvent faire tomber un petit peu de trafic quand même. Enfin, nous, dans la zone de Calais, on est régulièrement cambriolés
plus maintenant, heureusement. Nous avons des caméras de surveillance, on voit effectivement les gens entrer, ils volent, ils s'en vont, et puis qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, quoi? Je veux dire, on n'arrive pas non plus à savoir qui ils sont. La gendarmerie a vu effectivement les images, oui, et alors? Alors après, il y a d'autres petits moyens techniques, hein, tout simples. C'est d'avoir, il existe des systèmes de géolocalisation des objets qui sont volés. Vous mettez une petite, c'est de la taille d'un porte-clés, ça vous coûte 30 € et ça parle avec un téléphone en Bluetooth. Si Bluetooth est activé, on sait tout de suite que l'objet volé est là. Si c'est un véhicule, si c'est une caisse à outils, ils ont déjà élucidé des vols comme cela. Il faut combien de temps pour intervenir lorsqu'il y a un cambriolage? Alors tout dépend en fait quelque part de ce que vous disposez comme système, parce que soit effectivement vous avez un système d'alarme relié à un télésurveilleur, le télésurveilleur appelle son partenaire ou son personnel en intervention. On prend le cas des communes un petit peu excentrées par rapport à Nantes par exemple, où se situent la plupart des entreprises de sécurité privée. Effectivement, il va y avoir un petit délai, donc c'est-à-dire qu'il va falloir à peu près 20-25 minutes, même un peu plus en fonction des choses, pour intervenir. L'efficacité, effectivement, est moindre. Mais malheureusement, nous, en tant qu'entreprise de sécurité privée, nous sommes pas prioritaires sur la route. C'est-à-dire que voilà, on est obligé de respecter, et heureusement, pour l'instant, puisqu'on n'est pas formé pour certaines choses, donc on n'a pas de passe-droit là-dessus. Maintenant, justement, comme je disais un peu plus tôt, c'est que l'idéal, c'est avoir une réflexion globale, c'est-à-dire que quelque part, certaines zones d'activité se disent voilà, on a des besoins, on sait tous les mêmes besoins, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un délai d'intervention réduit au maximum afin de déstabiliser la délinquance. Donc, c'est mutualiser les services de façon à ce qu'effectivement, il y a un agent de sécurité qui tourne en proximité. Et puis à partir du moment où il y a un déclenchement d'alarme, il est appelé, il va se rendre sur place, et on peut atteindre des délais d'intervention très bas, puisque sur certains secteurs, nous on intervient, c'est 1 à 3 minutes. Donc vous comprenez bien que les délinquants, même s'ils sont courageux, vont pas apprécier qu'on intervienne rapidement. Donc ils vont aller voir ailleurs. Parce qu'effectivement, tant qu'on les a pas interpellés, parce qu'on a le droit de les interpeller si on le souhaite, selon l'article 73 du Code de procédure pénale, tant qu'ils sont pas interpellés, on les déplace juste et on va voir ce qui se passe ailleurs. Et souvent, ils vont aller dans les zones qui sont non sécurisées. C'est pour ça que les zones un peu excentrées deviennent de plus en plus sensibles. Alors moi j'ai une question encore pour vous, Pascal Jamais. Donc moi j'ai un bâtiment, j'habite à 500 mètres, il y a des cambrioleurs qui arrivent, je le sais, j'interviens, qu'est-ce que je fais? Je leur tape dessus ou... Alors non, puisque si vous tapez dessus, vous allez devoir justifier votre acte qui sera considéré illégal. Vous allez pouvoir effectivement interagir sur, on va appeler ça sur un contexte de légitime défense, si vous êtes agressé. D'accord? Alors il faut pas attendre d'être... Faut que j'attende ça. Non, moi j'attends pas qu'il me donne un coup de poing pour répondre. Non, à partir du moment que la menace existante est vraiment existante, je dirais quelque part vous avez le droit de vous défendre. On imagine la personne est avec une base de baseball, hein, je prends ça peut être autre chose, mais je prends ça. Effectivement, au moment où vous arrivez, il allait pour vous taper avec. Bah, effectivement, vous n'allez pas vous laisser vous faire. Vous intervenez avec vos propres moyens, vos propres capacités. La seule chose que vous avez le droit de faire, c'est d'immobiliser quelque part l'individu de façon à ce qu'il puisse ne plus, je dirais, être dangereux vis-à-vis de vous. Et ensuite, sans lui faire trop mal, quoi. Vous n'êtes pas là pour lui faire mal, alors, vous êtes là pour l'immobiliser, d'accord, hein. Derrière, après, effectivement, c'est appeler le plus rapidement les forces de l'ordre pour qu'ils puissent effectivement le prendre en compte. En aucun cas, vous n'avez le droit de l'immobiliser avec tout ce qui est menottes et choses comme ça, ou même Serflex ou autre. En aucun cas, vous avez le droit de l'enfermer, je dirais, dans une pièce en attendant les forces de l'ordre. Vous devez juste immobiliser simplement par votre présence et en utilisant, pourquoi pas, des moyens de coercition. C'est-à-dire que si vous savez faire des clés de bras et des choses comme ça, bon, vous pouvez, je dirais, effectivement utiliser ça. Mais derrière, il faut vraiment que, quelque part, que votre réaction soit proportionnelle à l'agression. Voilà. C'est vrai que quand on est dans l'émotionnel, enfin, quand on est face à cette situation-là, c'est déjà dur de réfléchir, là, de dire, alors attends, là, il est avec tel moyen, il faut que j'agisse comme ça. Enfin, alors, on réagit tout de suite. C'est pour ça que quelque part, moi, je déconseille fortement aux particuliers non professionnels d'intervenir sur leur bien, puisque déjà il y a un schéma, on est appelé en urgence. Notre bâtiment, si on est chef d'entreprise, on va quelque part, c'est peut-être un peu la première de nos yeux, puisque c'est quelque chose qu'on a créé. Donc on va arriver dans un état un petit peu stressé. On n'est pas professionnel sur la sécurité, donc il y a plein de choses qu'on va pas observer quand on va arriver, et on va arriver dans ces locaux un peu comme si on rentrait le matin au bureau, même si on est un peu, je dirais, un peu plus sur le qui-vive, mais c'est pas là où on va être le plus, je dirais, efficient dans l'observation.
puisqu'on est en stress. Et le stress, on le sait bien, dans certains cas, minimise nos capacités. Moi, c'est pour ça que je conseille la plupart du temps de se dire, voilà, on a des gens qui existent, que ce soit, je dirais, privés, alors sans pour autant ramener ça à nous, hein, mais les entreprises privées qui existent. On met en place un schéma qui, effectivement, il y a un déclenchement d'alarme, un professionnel vient voir ce qui se passe et fait ce qu'il a à faire dans son rôle. Derrière, vous aurez effectivement l'information automatisée comme quoi il y a eu un déclenchement d'alarme, comme quoi il y a eu une problématique. Si effectivement il y a une effraction, on appelle les forces de l'ordre, on attend que les forces de l'ordre arrivent, on participe avec eux au niveau du constat de l'effraction, on attend que le propriétaire des locaux ou des locaux soit arrivé et voilà. Mais c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus simple pour gérer le propriétaire. Tout simplement parce que déjà, quand vous partez, vous mettez sous alarme, vous êtes tranquille. Quoi qu'il arrive, vous aurez une réactivité derrière de la part du professionnel. Vous partez en vacances, vous êtes serein, vous allez faire les courses, vous êtes serein. Vous pouvez dormir tranquille. En tant que chef d'entreprise, il n'y a rien de plus désagréable d'être réveillé à 3 heures du matin pour une effraction réelle, ou même simplement un défaut technique et l'alarme se déclenche. Alors que le lendemain, avec quelques heures après, vous avez un rendez-vous important avec un client potentiel ou voilà, peu importe. C'est pas votre métier et je pense que ce n'est pas que bon pour qui que ce soit de pouvoir être stressé par des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais là, c'est au niveau professionnel, mais c'est vrai que je connais une personne qui s'est fait réveiller à 2 heures du matin avec une lampe torche qui rentrait dans sa chambre. En tout cas, particulier, là, comment agir? Alors là, je dirais, la réaction, qu'il faut avoir, je pense que c'est penser à soi, se préserver. C'est-à-dire qu'alors, soit on a des capacités physiques, et je dirais techniques pour se défendre parce qu'on a fait des sports de défense et des choses comme ça. Ou soit on se dit finalement voilà je peux pas faire autre chose que un peu d'obéir et de suivre ce qui est demandé, d'accord? Famille de dormir. Ou ça peut être ça, ou ça peut simplement si on est je dirais violenté un petit peu et on demande où se trouve l'argent, les bijoux, c'est que de l'argent et des bijoux. C'est logiquement assuré. Si c'est pas assuré, c'est que vous avez mal été conseillé par votre assureur. Mais c'est logiquement assuré. Et en aucun cas, ça ne vaut pas l'argent de votre propre vie. Donc moi, je conseille toujours, tant qu'on n'est pas professionnel sur certaines choses, on laisse faire les choses. Tout comme les gens qui vont peut-être se faire braquer dans un magasin, ok. C'est pas la peine de retenir la caisse. La caisse, elle est assurée. On donne la caisse et ils vont partir, voilà. Et voilà. Maintenant, le discours peut paraître un peu bizarre, mais je pense que la valeur de l'humain a beaucoup plus d'importance que la valeur matérielle financière. Là, c'est vrai que c'est les finances, mais c'est vrai que l'on pense à quand on a des enfants, les enfants en bas âge, quelqu'un qui rentre, je pense pas à protéger l'argent, mais je me dis voilà, là, faut que je le maîtrise parce que. Oui, mais vous avez plutôt, dans certains cas, si vous êtes sûr de le maîtriser la personne parce que vous avez des capacités physiques, il n'y a aucun souci pour ça, d'accord? Sauf que est-ce que déjà vous êtes non seulement vous êtes jamais sûr, ensuite est-ce qu'il est vraiment tout seul? Parce que là vous en voyez une, mais est-ce qu'il n'y a pas 2 personnes derrière? À savoir une chose aussi, c'est qu'un délinquant, si il est extrêmement professionnel, ça va être une personne qui a guéri dans sa situation. Donc, elle va maîtriser plein de choses. Mais si c'est la petite délinquance ou la moyenne délinquance, dans certains cas, ils sont largement aussi stressés ou mal à l'aise par rapport à la situation. Donc, ils peuvent être dangereux puisqu'ils se maîtrisent pas. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une personne qui a une arme dans les mains et qui ne sait pas s'en servir. Une personne qui sait s'en servir ne sera absolument pas dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle est entraînée, elle est préparée, et voilà. Par contre, une personne effectivement qui commet un acte délictueux, et c'est le premier, c'est le deuxième, où il est en stress, et voilà, c'est pas que bon. Donc dans certains cas, il vaut mieux se dire, ok, je vais obtempérer à ce qu'on me demande, et je vais peut-être finalement plus préserver la vie de mes enfants, ou je dirais l'intégrité de mes enfants, parce que j'ai obtempéré, il voulait de l'argent, je lui ai donné, voilà. Hein, parce qu'on tombe des fois sur des situations qui peuvent être délicates. Alors pour protéger un petit peu tout le monde, bien sûr il y a les caméras de surveillance, vous en avez parlé, monsieur le maire. La peur quand même au niveau des citoyens, je dirais, c'est le problème de la reconnaissance faciale, vous connaissez. Donc ça existe en Chine, où là tout le monde est fliqué, on sait tout où ils vont, quand, comment et pourquoi. Aux États-Unis, c'est arrivé aussi, dans certains États comme à San Francisco, donc c'était interdit. Alors votre avis sur cette reconnaissance faciale, est-ce qu'on arrive effectivement à ce système, ou est-ce sur les prémices ou pas, ou vraiment on n'y arrivera pas, et les humains français seront encore libres? Alors, pour ce qui concerne la ville de Clisson, c'est surtout pas l'objectif. Donc, la qualité, ou du moins la technicité des caméras qu'on va mettre ne permettra pas d'identifier en reconnaissance faciale comme on peut voir dans les aéroports, ce genre de choses. Par contre, on est bien sur une aide
à l'élucidation des faits et des vols ou autres agressions, qui, une fois qu'on le met en place, je pense, peut permettre de faire partir une certaine délinquance et en tous les cas diminuer les faits et puis augmenter le taux d'élucidation des faits. C'est en ce sens-là où on va équiper 15 caméras cette année, en 2023, et 15 caméras en 2024. Le coût ? Le coût, alors on est sur un budget total, y compris l'aménagement du local, de 300 000 euros environ. Voilà. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas après Après, il y aura un contrat d'entretien, mais c'est pas des coûts exorbitants, en tous les cas. Donc on a un auditeur d'Edig Radio qui a posé une question, donc il est un peu piquant, mais pour respecter son texte, je vais le lire dans son ensemble, mais le fond est vraiment bon. Alors je tiens à souligner que la politique d'urbanisation au galop qui règne dans toute la région, qui anéantit le petit patrimoine architectural, témoin de notre passé et de nos prédécesseurs, en rasant tout ce qui peut laisser place à des collectifs à étages, prépare des lendemains qui risquent fort de déchanter. En urbanisant, mesdames et messieurs les politiques, vous détruisez le fragile équilibre entre la physionomie de nos villages et vous êtes directement responsable de l'insécurité qui viendra par un déplacement excessif et trop rapide des populations. La preuve est déjà sous nos yeux avec votre orientation vers la vidéosurveillance, les contrôles de stationnement de plus en plus drastiques. Ce schéma, identifiable partout dans le monde, prépare les mêmes drames. La nécessité serait, à l'inverse de ce qui est en cours, de développer un maximum de villages à valeur partagée et de stopper l'urbanisation. Quel aveuglement par soumission aux injonctions et aux modèles venus d'en haut. Enfin voilà, c'était un peu, je disais, piquant, mais le fond, le fait de vouloir urbaniser, de faire venir des populations, est-ce que c'est pas plutôt ça qui amène justement les insécurités par rapport à des villages à plus petite échelle? Alors on est un territoire, du coup faut dézoomer, c'est surtout pas que Clisson, on a un territoire, alors la Loire-Atlantique, très attractif, qui accueille plus de 15 000 habitants nouveaux tous les ans. Donc 15 000 habitants nouveaux, c'est quand même une petite ville tous les ans. Ça veut dire des équipements nouveaux tous les ans. Donc rapporté à notre territoire, le vignoble, dans le département de Loire-Atlantique, le vignoble est aussi très attractif. Si on va au nord du département, on est un peu moins en augmentation de population. On a le choix de ne rien faire, de ne plus accueillir de population, de voir vieillir la population, de voir fermer les écoles. Donc il faut trouver le juste milieu. C'est pas si simple que ça. La loi nous impose aussi de ne plus grignoter, du moins d'imperméabiliser de foncier dans les années à venir. Donc à l'horizon 2050, les villes n'auront plus le droit de s'agrandir. Donc inévitablement, si on veut se développer pour se développer, mais se développer pour avoir une population assez homogène et ne pas avoir que des retraités, parce que c'est aussi ça qui se trame derrière, la population vieillit, toutes les communes vont devoir construire un petit peu en hauteur, alors 1 étage, 2 étages ou un peu plus, mais en tous les cas, c'est la trajectoire inévitable si on veut avoir un développement mesuré. Rapporté à Clisson, on a quand même, alors, le patrimoine bâti est protégé par des éléments, on va dire, de notre PLU, et surtout on a une zone de patrimoine historique qui fait que dans cette zone-là, on ne pourra jamais construire ou du moins démolir pour dénaturer le paysage. Donc on a un vrai atout sur Clisson, c'est qu'on a nos paysages, les 2 vallées de la Moine et de la Sèvre, étendus avec les faubourgs historiques. Alors effectivement, oui, il peut y avoir des choses qui évoluent, mais on met les moyens en tous les cas de protection. Moi, j'associe plus les problèmes de délinquance au flux, notamment de la gare ou des axes routiers, plutôt qu'au développement des communes. Voilà. Pas forcément avec des habitants, plutôt des gens de passage. Bien sûr. C'est pas les habitants qui font la délinquance, c'est les gens de passage. Enfin, je pense. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Je dirais, il a toujours été démontré que certaines typologies de délinquants, et la plupart des délinquants, ne cassaient jamais à côté de chez eux. Ils se déplacent toujours. Ils sont tranquilles là où ils habitent. Mais est-ce que justement les gens qui se déplacent, ils viennent parce que justement il y a plus de monde, il y a plus d'attrait? Toute ville, toute zone d'activité qui est dynamique va automatiquement entraîner indirectement, quels que soient les moyens qu'ils mettent en place, de la délinquance. Parce que le délinquant va pas aller casser un bâtiment vide, il n'a pas d'intérêt. Celui qui fait ça, ça s'appelle un squatteur.
Donc ça s'arrête là. Il va rentrer, il va s'installer, il va squatter, et voilà. Mais le délinquant, il va chercher quelque chose. C'est souvent lié à une commande en plus. Faut savoir que dans certains cas, ils vont chercher quelque chose parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils ont un client potentiel derrière, ce qu'on appelle un receleur. En France, un receleur est beaucoup plus sanctionné qu'un voleur, puisque quelque part, la justice française considère que s'il n'y avait pas de receleur, il n'y aurait pas de voleur. Donc, effectivement, c'est un schéma qui peut s'entendre. Mais il est vrai que quelque part, de toute façon, le délinquant va voler quelque chose pour le revendre très rapidement. Et c'est vendu très rapidement derrière. Donc, dans certains cas, il va se déplacer loin parce qu'il sait, il a entendu, il a vu, il a repéré qu'il y avait quelque chose d'intéressant pour son business. Alors, en conclusion, on peut dire quoi? On est plutôt bien, Clisson? En conclusion, pour les élus que je représente, l'idée est de pouvoir vivre paisiblement dans notre belle cité, et donc il faut anticiper les phénomènes, il faut surtout pas les mettre sous le tapis, parce qu'il y a des choses, effectivement, la ville se développe, et la politique que l'on souhaite mettre en place, c'est plus de la prévention que de la répression, et le recrutement des policiers municipaux va dans ce sens-là, et puis la vidéoprotection va aussi dans le sens où on souhaite éviter que le phénomène se développe. Oui, tout en gardant notre liberté quand même. Tout simplement. Oui, tout simplement. Alors moi, concernant Clisson, oui, effectivement, j'y suis assez régulièrement parce que j'habite dans le coin, je dirais. Maintenant, je pense que quelle que soit la commune, le fait de se donner des moyens pour effectivement minimiser, réduire ou ralentir, je dirais, la délinquance, c'est bon signe déjà. Pour revenir tout à l'heure au niveau du sujet de la mise en place des caméras vidéo, dans beaucoup de villes, ils ont réduit de plus de 50%, je dirais, du fait que quelque part ils ont mis en place donc de la vidéoprotection urbaine, ça fait réduire jusqu'à 45-58% de la délinquance publique. Donc ça a quand même une signification, ça a quand même un sens. Après, beaucoup de gens ont peur de la vidéosurveillance parce qu'ils ont peur d'être tracés, mais majoritairement ces gens-là utilisent une carte bleue, utilisent un téléphone portable, ont un GPS, donc en fait quelque part ils sont aussi tracés que qui que ce soit. Donc si on n'a rien à se reprocher, je dirais, je vois pas en quoi les caméras devraient être dérangeantes. En tout cas, à mon humble avis, je pense que c'est un faux discours de se dire que ça va suspendre ou réduire la liberté. Je suis ni pour ni contre, moi quoi qu'il en soit, je dirais quelque part, la seule chose pour laquelle je suis pour, c'est se donner les moyens et anticiper pour éviter que la délinquance s'installe. Après, il est vrai que moi, plus la délinquance s'installe, plus j'ai du travail. Mais je préfère anticiper, même vis-à-vis de mes clients. Il y a certains clients, je leur dis, mettez ça en place, ce sera largement mieux pour vous, et ça vous coûtera beaucoup moins cher. Or que si la délinquance vient et s'installe, ça va vous coûter beaucoup plus cher. C'est un choix. Voilà. Merci, monsieur. Merci. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.